en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour à vous deux. Allô, allô? Bonjour, Mario. Évidemment, depuis que M. Trudeau a désigné cette représentante spéciale à l'islamophobie, ses interventions font souvent la nouvelle, mais je pense que celle d'aujourd'hui dépasse tout. Mme El-Gawabi qui demande donc que les universités et collèges embauchent plus de professeurs musulmans. T'en penses quoi, Yasmine? C'est du gros n'importe quoi. Moi, c'est quoi cette affaire-là qu'on commence à embaucher du monde sur la base de leur foi, de leur religion? Y a-t-il une déclaration qui doit être faite quand t'appliques à l'université? Tu viens de quelle religion? Puis, si t'es athée, t'es mis de côté parce que tu viens pas répondre à la Si t'es demande. associé à une religion, mais que tu pratiques plus vraiment, comme bien des gens qui vont dire, moi, j'ai été élevé dans telle religion, mais dans les faits, aujourd'hui, là, je suis pas très pratiquant. Est-ce que là, on t'exclut pour manque de... T'es pas assez dévot? Non, honnêtement, là, moi, je la comprends pas, Madame El-Gawabi. Elle a le don extraordinaire de se mettre les pieds dans les plats, de dire n'importe quoi, et d'ultimement, là, Mario, finalement nuire à la cause qu'elle défend, à la lutte contre l'islamophobie, qui est légitime, qui est réelle, c'est un fléau sur lequel il faut lutter, mais c'est pas en demandant aux universités d'embaucher plus de musulmans que ça va se faire, là. C'est pas parce qu'il y aura plus de musulmans dans les universités que ça va se faire. Antoine, toi qui es toujours très sensible aux compétences du Québec, j'ai accroché là-dessus, moi, comme premier point ce matin. C'est quand même une personne qui a un poste au gouvernement fédéral et qui donne des ordres là, ce matin avec une date d'échéance aux universités, au cégep du Québec. J'ai l'impression que la réaction de Québec, ça va ressembler à ça, là. De quoi je me mêle? Est-ce qu'elle a compétence là-dedans? Ben non, pas du tout. Et la réaction va venir de la ministre Pascale Derry, qui, elle-même est juive. Donc, ça va être intéressant de voir ce que le gouvernement du Québec va dire. J'ai hâte d'entendre Québec solidaire aussi, qui avait vraiment jonglé avec toutes sortes de positions lorsque Mme El-Gawabi a été nommée. Finalement, il avait condamné, mais là, précisément sur cette question-là, c'est assez particulier. Surtout que quand on écoute, quand on lit le discours de Mme El-Gawabi, au fond, elle prend clairement parti dans un conflit. Là. Il y a seulement sa vérité sur le conflit qui est extrêmement complexe, et qui devrait être enseigné à tous, là. Ben oui, c'est ça. Pas un mot aussi. Elle ne dit pas un mot sur les actes antisémites qui ont été commis, puis sur le danger de l'antisémitisme. Je sais que c'est pas sa responsabilité, mais il me semble que une représentante du gouvernement comme ça, si elle est responsable, doit essayer d'équilibrer son discours et de faire attention. Et là, c'est pas le cas. Antoine, c'est pas pour la défendre, là, loin de là, parce que moi, je pense que c'est toujours une mauvaise nomination du gouvernement Trudeau. Mais le 14 août dernier, Deborah Lyons, l'envoyée spéciale de lutte contre l'antisémitisme, puis Anthony Housefather a envoyé une lettre au recteur des universités avec des recommandations demandant... Ah oui, ok, je savais pas. Ah oui. Ils ont fait exactement le même genre de lettre, je l'ai sous les yeux, avec 5 recommandations également, où il n'y a pas un mot sur les Palestiniens, pas un mot, puis là, encore une fois, on a importé le conflit israélo-palestinien ici. Fait que je pense que c'est, on dirait que chacun tire la couverte de son côté, là. Mais il y a personne qui parle d'ici au Canada, comment ça devrait être et qu'on devrait se rapprocher des communautés plutôt que défendre chacune des communautés, de son côté. Moi, c'est ça que je dénonce avec les lettres de ces deux émissaires-là, là. Mais justement, est-ce qu'on a besoin d'émissaires? Est-ce qu'on a besoin de finalement faire entrer les lobbies directement dans la structure gouvernementale ou étatique? Ça, c'est problématique. Tu sais, ils devraient mener leur lobby à l'extérieur. Est-ce que le rôle de l'État, si c'est une préoccupation, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une espèce de commissaire au vivre ensemble qui va essayer d'apaiser toutes les tensions qui peuvent exister, mais non pas prendre... Nous, on a un ministre ici de la lutte au racisme. Il va sûrement prendre position là-dessus. Et donc, il va avoir une position plus équilibrée que ces lobbies institutionnalisés, là, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Yuri Chassin, qui dans sa sortie hier, finalement, c'est comme un peu ramené, là, on y retournait même jusqu'au lucide, tout ce questionnement sur le modèle québécois, est-il immuable, est-il un statu quo figé dans l'espace et dans le temps? Lui a l'impression que la CAQ était l'espoir que ça change, et là, a l'impression qu'on est revenu dans les mêmes ornières. Yasmine, est-ce que sa sortie, est-ce que c'est un, tu sais, j'ai le mot anglais, un one day wonder, une histoire d'un jour, on parle de Yuri Chassin, puis demain, on n'en parle plus, ou est-ce qu'il pourrait imprimer une direction, un changement, brasser la cage d'une façon durable? J'ai parlé avec ben du monde, puis on me dit que sa volonté à lui, là, c'est de brasser la cage. Maintenant, il a retrouvé sa liberté de parole, puis il compte l'utiliser autant de fois qu'il veut. Est-ce qu'il va avoir l'écho puis la visibilité qu'il espère avoir? La question demeure entière. Mais chose certaine, c'est ça son objectif. Son objectif, c'est de dire, là, moi, je fais plus partie de cette gang-là, puis j'ai des reproches à lui faire, puis je vais être présent dans les couloirs de l'Assemblée nationale, auprès des médias, pour faire de la politique publique. Il aime faire de la politique publique. Il veut maintenant parler de politique publique. Sa sortie hier, je trouve qu'elle était meilleure, et surtout ses entrevues étaient meilleures que la lettre qu'il a faite. Il a expliqué, puis moi, honnêtement, il me rejoint sur beaucoup de points, si c'est pas la majorité, que l'État est sclérosé. On met de l'argent, ça fait pas d'effet. Pire, on recule. La réflexion qu'il mène, là, elle va rejoindre plusieurs personnes. Comment va-t-il réussir à le faire avancer cet agenda sans que ça démontre qu'il a une rancune ou une vengeance? La ligne est mince là-dessus. Toi qui as une fine connaissance de ce qui se passe à Québec, Antoine, est-ce qu'on dit l'aile plus à droite là, de la CAQ? Ouais. On en a nommé d'autres. Hier, on a trouvé l'ancien ministre Pierre Dufour, là, qui était très sensible au fait que l'État grossit puis ça donne rien. Mais est-ce que c'est 8 députés? Est-ce que c'est 18? Est-ce que c'est la moitié du caucus? À l'œil, je crois que ceux qui sont ministres, eux, sont plus discrets, ils ont leur job, ils ont la solidarité ministérielle. Mais c'est quoi l'importance des gens là, qui n'ont pas démissionné comme Yuri Chassin, mais qui, dans le fond de dans leur fort intérieur, sont d'accord avec lui, au fond, là? Ben, il y aurait Éric Kerr, mais il refuse de parler. Ouais. On a l'impression qu'il a applaudi. Il y a Pierre Dufour dont tu as parlé. Il y a Gilles Bélanger. Hier, là, sur Twitter, il y avait une fausse rumeur qui circulait comme quoi il s'apprêtait à démissionner lui aussi. J'ai vérifié, c'est totalement faux. Il a affirmé même à un journal qu'il finirait son mandat au sein de la CAQ. Mais donc, il y en a comme ça. J'ai été surpris que le premier ministre admette qu'il y en ait, mais j'ai trouvé très transparent dans son point de presse hier, d'ailleurs. Et là, donc, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est difficile encore d'étaler, mais il a été applaudi quand même par plusieurs là, lors de au caucus la semaine passée, quand il a fait une sortie semblable, c'est ça. C'est ça, oui, précisons, c'est vraiment au caucus de Rimouski. Et là, je vois Éric Duhem qui ce matin a publié un long communiqué où il tente de profiter justement de l'effet Chassin. Il félicite et dit que comme Éric Duhem, il dit, moi aussi j'ai été caquiste. Et j'ai pensé que je pouvais faire changer les choses de l'intérieur, mais on est mieux à l'extérieur. Je constate que Chassin décide de faire la même chose. Et là, moi, la question que je me pose, c'est-tu réformable? J'avais la discussion hier avec les libéraux au point de presse. Je suis allé au point de presse des libéraux. Il y avait Marc Tanguay puis Marois Risky. Tu sais, Jean Charest, là, il a applaudi au lucide. J'ai relu tout à l'heure, d'ailleurs, le point de presse, la transcription du point de presse de Jean Charest en 2005, le 19 octobre 2005. Et tu sais, il disait, ça tombe bien, ça va nous permettre de faire des changements importants. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été essayées là, après ça. La réingénierie, ça n'a pas marché. La débureaucratisation de Pauline Marois, bon, ça n'a pas été long. Le cran d'arrêt de Philippe Couillard, ça n'a pas fonctionné non plus. Alors, où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est les syndicats? Hier, M. Legault nous disait qu'avec Yuri Chassin, il a discuté d'une idée là, qui circule. La transparence des états financiers des syndicats. M. Legault a dit ça serait la guerre nucléaire. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui essaie, c'est la guerre nucléaire quand même. Jean Charest, je pense qu'il était sincère. Ben, c'est ça.
Mais en tout cas, je tiens juste à rappeler une dernière chose. Les Lucides, là, ils proposaient d'augmenter les droits de scolarité et les tarifs d'hydroélectricité. Les tarifs d'électricité, En tout cas, oui, tu fais bien de le rappeler. Clin d'œil de fin de chronique, qui avait des éphémérides là, entre vous deux? Moi, j'ai une c'est éphéméride, Antoine, on ça, est le c'est 13 sûr. septembre. 13 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre sur les plaines d'Abraham? Il y a 265 ans. Moi, je pensais que le génie en herbe allait avoir la réponse. Non, là, ça il y a Mario. 265 ans, donc la bataille des plaines d'Abraham. Oui. Wolfe et Montcalm mouraient sur les plaines d'Abraham, effectivement, le 13 septembre. Et lundi, on va surveiller certainement cette élection, ces élections partielles, une au Manitoba où Jack Metzing joue gros, et une au Québec, Yasmine, je te donne le mot de la fin, une au Québec où vraiment Justin Trudeau joue gros, là, s'il n'est pas capable de prouver à son parti qu'il est encore capable de gagner à Montréal et Toronto des comtés sûrs, ça crée de la nervosité. Je pense réellement que si Justin Trudeau perd la salle Aymar-Verdun, il va être chassé par son caucus. Moi, je le pense réellement. Il y a une telle grogne après Toronto-Saint Paul's. Ça, ils ne vont pas l'avaler. Et Pablo, lui, C'est pas une mince déclaration pour finir notre semaine. Oui, Antoine? et Pablo, lui, il démissionne quand? Entre le 16 et le 1er. Entre le 16 et OK. le 1er. Moi, je pense pas que ça va être la semaine prochaine. Moi, je dirais l'autre semaine d'après, là, dans la semaine, C'est ça. dans la semaine du 23. Hey, merci, bonne fin de semaine. Bye bye.